Bonjour à tous, cheftaine, chef, petit flambeau, petite flamme, pionnier, pionnière, flambeau, clair flamme et amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview un peu particulière parce que nous sommes à la 60e année du mouvement. Et donc nous avons décidé d'interviewer Claude et Claudie Harel qui ont un lien un peu particulier avec le mouvement des flambeaux. Bonjour Claude et Claudie. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans cet écran de verdure et pour nous accorder votre temps pour cette interview. Je vais vous poser une première question, j'espère qu'elle ne sera pas trop dure du coup. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Alors nous sommes Claudie et moi, d'anciens chefs et cheftaines flambeau clair flamme. Et ça remonte à pas mal d'années en arrière, puisque effectivement, comme tu l'as dit Laura, nous fêtons, vous et nous, le 60e anniversaire du mouvement des flambeaux, et il se trouve que c'est aussi le 60e anniversaire de notre vie commune. Nous sommes mariés en juillet 1963. J'ai vécu à Paris quasiment jusqu'à notre mariage, donc presque toute ma vie. Et j'ai fait partie d'une église réformée à Paris, dans laquelle j'étais cheftaine louveteau, donc les petits garçons de 7 à 10 ans. Et ça m'a préparé un peu pour les flambeaux. Ensuite, j'ai fait en même temps des études de secrétariat, ce qui m'a aussi servi pour les flambeaux. Ensuite, je suis entrée à l'Institut biblique à Nogent, où j'ai rencontré monsieur. Et voilà, la fin de mon histoire personnelle seule. Alors j'ajouterai en ce qui me concerne que j'ai 86 ans. Je suis né à Paris. Mes parents sont venus en Alsace quand j'avais 11-12 ans. J'ai fait l'école normale à Strasbourg pour devenir instituteur, comme on disait à l'époque. Et c'est dans cette école que j'ai rencontré des chrétiens évangéliques et que j'ai fait ensuite avec eux un camp dans les Vosges où j'ai eu l'occasion de donner ma vie au Seigneur. La suite de l'histoire, c'est l'histoire d'un instituteur qui n'a pas enseigné très longtemps, mais j'y reviendrai après quand on parlera du début des flambeaux. Ok, merci beaucoup et déjà félicitations pour ces 60 années de mariage et je vous souhaite de belles années encore à venir. Merci. Alors, on va passer aux origines du mouvement et ses débuts. D'où est partie l'idée de créer un mouvement scout évangélique en France? Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a quelques instants que j'étais instituteur pendant 2 ans. J'ai fait mon service militaire en Algérie et ensuite j'ai été conduit à donner un coup de main à Jean et Huguette Metz au Tchad, au centre du Tchad, où j'ai créé une troupe de louveteaux et une troupe d'éclaireurs qui n'étaient rattachés à rien du tout. Et parce que j'ai fait du scoutisme aussi, comme Claudie, avant, j'ai fait partie d'une troupe de scouts de France à Molsheim. Et donc j'avais envie de revivre cette expérience avec des jeunes en incorporant, en intégrant la dimension spirituelle, la dimension évangélique. La 2e année de mon séjour au Tchad, j'ai fait une tournée dans le sud du pays et j'ai découvert le mouvement des flambeaux et des lumières, c'est ainsi qu'il s'appelait là-bas, qui s'inspirait lui-même d'un mouvement américain du même type, Christian Service Brigade et Pioneer Girls pour les filles, qui avaient exactement la même orientation que celle que j'avais moi-même en lançant cette troupe à Moukoulou, au centre du Tchad. Et ça a été le début d'une grande et belle aventure. Quand je suis rentré en France en 1961, j'ai parlé de mon projet à l'époque. En fait, mon projet, c'était de retourner en Afrique pour continuer à faire équipe avec ses amis missionnaires et africains. Le mouvement s'est développé d'une manière tout à fait intéressante là-bas. Et finalement, cette porte ne s'est pas ouverte. Mais par contre, on a été conduit à se poser la question, est-ce qu'un mouvement de ce type répondrait à un besoin ici en France, en Belgique, en Suisse? Et ça nous a été confirmé par les anciens de notre église, la Bonne Nouvelle à Strasbourg, qui nous ont fait confiance. Et c'est comme ça que ça a démarré. En septembre 1963, donc 2 mois après notre mariage, on a eu cette rencontre, pas très loin d'ici, au Salm, avec plusieurs anciens de la Bonne Nouvelle de Strasbourg, un ami venu de Suisse, Emmanuel Bloch, un autre venu de Belgique, Jean-Paul Mayer. Je crois qu'il y avait aussi un pasteur des églises baptistes qui était avec nous, et quelques jeunes. Et c'est là qu'ensemble, on a été conduits à poser les bases
de ce mouvement des flambeaux. Tu voulais retourner au Tchad pour continuer à développer, c'est ça, le mouvement qui existait déjà, mais le développer plus dans le pays? Oui, bon, c'est les missionnaires avec qui j'ai pris contact, c'était canadiens, américains, et ils étaient tout à fait contents, il paraît qu'ils avaient prié pour ça, d'avoir un francophone qui les aide à traduire de la littérature depuis le mouvement, ce qui existait en Amérique, en français. Puisque pour développer le mouvement en Afrique francophone, il fallait des documents en français. Et donc le projet, c'était ça, retourner, faire équipe avec eux pour continuer. On a créé ensemble la jeunesse évangélique africaine, qui a toujours d'ailleurs le même insigne que nous en France, la Bible, le flambeau et le monde derrière. On le voit là, voilà, merci. En fait, on est resté en France, et donc je peux quand même expliquer pourquoi. On était vraiment prêts à partir, on avait acheté des cantines, pour notre mariage, on avait de la vaisselle incassable, enfin, c'était vraiment, on était prêts. Et puis il y a eu quelques difficultés avec les missionnaires américains qui étaient au Tchad, et les anciens de la Bonne Nouvelle, qui étaient sages, mais pour nous c'était dur. On dit écoutez non, ça va pas, ça n'ira pas, et on a besoin de vous en France. Donc démarrer en France, et voilà, on est resté. On a gardé cette vaisselle presque jusqu'à maintenant. Il reste encore une assiette. Il reste une assiette, je crois, voilà. Donc c'était difficile parce que c'est pas du tout ce qu'on pensait. Moi j'étais entré à l'Institut biblique dans la pensée de partir en Afrique aussi, mais on s'est soumis. C'était vraiment une soumission à ce moment-là. Mais ils ont bien fait. Je reconnais que c'était les voix de Dieu, mais bon, nos voix et leurs voix n'étaient pas les mêmes. Et voilà, on est resté. Ben voilà où on en est. C'est beau. Je crois que durant l'été 1963, on a passé une partie de notre été à mettre les choses par écrit, en quelque sorte les bases du mouvement, les principes de base. Et c'est ces principes de base sur lesquels on a travaillé avec l'équipe qui s'est rencontrée, qui s'est retrouvée au Salm en septembre 1963. Après, il fallait entrer dans plus de modalités pratiques, envisager de rédiger un carnet pour les garçons, un carnet pour les filles. À l'époque, on avait deux branches, la branche garçon, la branche filles, les flambeaux, les clairs-flammes. Et pour ça, effectivement, on s'est entouré d'une équipe. Et je crois que c'est important de le dire, dès le départ, ça a été un travail d'équipe, avec des gens comme Albert Lenz, qui a été ensuite président du mouvement. Le tout premier président du mouvement, c'était Jacques Blocher, le pasteur Jacques Blocher. Et il faisait autorité dans les milieux évangéliques, et c'était formidable de pouvoir avoir son appui. Oui, et puis je pense que on était jeunes à l'époque, hein, on avait respectivement Claudie 24, moi 26 ans. Et ça a été pour nous certainement un signe d'encouragement et une confirmation que le Seigneur était à l'origine de cette aventure. Les anciens nous ont fait confiance. Tout jeunes que nous étions, ils nous ont donné carte blanche. Et ça, c'était un véritable encouragement. Et qui plus est, ils nous ont promis ou ils se sont engagés à nous soutenir financièrement. Donc ce qui était quand même important, il fallait vivre. Et ça a duré, ils nous ont soutenus comme ça financièrement pendant 17 ans. 17 ans. 17 ans. Enfin, ils ont soutenu Claude, parce que moi j'étais bénévole à plein temps, comme on dit, mais pour le couple, ils nous ont vraiment soutenus. Parce que la première église qui s'est intéressée au projet, c'était notre église. Hein. La Bonne Nouvelle de Strasbourg. On a vécu pendant plusieurs mois, peut-être une année à Paris, mais en fait, ça nous semblait logique d'être là, à Strasbourg, pour avoir le soutien de notre Église, et à partir de là, d'essaimer, de faire se développer le mouvement. On a commencé à Strasbourg, ensuite il y a eu un groupe à Colmar, puis tu disais à Stadtmatten, je crois. Mais après en Charente-Maritime aussi un groupe. Mais donc pendant au moins une année, si c'était même plus, il y avait 3-4 groupes. Et par contre, on a beaucoup démarché les églises évangéliques. Ça, tu peux expliquer. Oui.
À l'époque, on avait une 4 chevaux, une vieille 4 chevaux qui appartenait à madame. Et on a fait 40 000 km la première année pour faire du porte-à-porte dans les églises évangéliques de France. Et on participait aussi bien sûr à des rencontres comme le centre évangélique, des synodes d'église, etc. pour essayer de faire connaître le mouvement naissant. Alors, la devise des flambeaux, qui est tirée du livre de Philippiens, Philippiens 2, versets 15 à 16. Est-ce que vous avez choisi ce verset ou ce dernier était déjà utilisé au flambeau du Tchad? Oui, oui, tout à fait. Et dans les autres pays africains où des églises et des missions ont adhéré au mouvement, ont suivi, aux États-Unis aussi, c'est le même mot d'ordre, le même verset et le même insigne, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous savez pourquoi ce verset ou pas? Vous auriez une explication ou Je crois que dans ce verset et dans l'insigne, il y a les 3 éléments essentiels. Il y a la parole de Dieu, il y a le flambeau qui est le symbole de notre témoignage, et il y a le monde derrière, en arrière-plan, qui est le lieu où Dieu nous appelle à faire connaître sa parole. Je crois que et le verset de Philippiens 2,15 évoque bien ces trois aspects. Un petit détail aussi, à l'époque, Gérard Payon, que les anciens ont connu, qui est décédé il y a quelques mois maintenant, était dans sa formation initiale, il était dans le milieu du textile, et c'est lui qui a dessiné le premier insigne, qui est toujours maintenant notre insigne. Alors, au début du mouvement, est-ce que vous avez commencé avec une branche petit flambeau, petite flamme et flambeau, claire flamme? Et comment se déroulaient un peu les réunions? Alors, on a commencé uniquement avec un embryon de troupe flambeau et un embryon de troupe claire flamme. On n'était pas très nombreux. On a lancé les petits flambeaux quelques années après. Petits flambeaux, petites flammes. Je ne sais plus exactement en quelle année. C'est Gérard Lutz qui était partenaire dans l'opération Petit Flambeau. Petite flamme, je ne sais plus qui a participé. Annie Rick à l'époque. À l'époque, oui. Qui s'est mariée avec Jean-Charles Moret plus tard. Oui, donc au départ, un embryon de troupe flambeau, un embryon de troupe claire flamme. Et avant, donc en fait en 63, après la rencontre du Salme, là, entre chefs, on a joué au flambeau pour voir ce que ça pouvait donner. Et c'est seulement en début 64 qu'on a ouvert les portes à des jeunes, côté flambeau, côté claire flamme. Alors j'ai oublié de signaler tout à l'heure qu'avec Albert Lenz, il y avait aussi Frédéric Wechter. Et côté filles, côté cheftaine, il y avait Marguerite Conrad, pour ceux d'entre nous qui s'en souviennent. Et le déroulement de la réunion, je pense que c'était assez semblable à ce qui se passe maintenant. En tout cas, pas forcément le déroulement, mais le contenu, avec un moment de cercle du feu. Je pense que ça vient de là, le terme cercle du feu. Oui. Le passage des étapes, des moments en équipe, c'est un peu semblable. D'ailleurs, à propos de cercle du feu, moi ça me fait toujours chaud au cœur quand 60 ans après, j'entends dans le mouvement en ce moment, aujourd'hui, parler de cercle du feu. Je me suis dit, voilà une tradition qui perdure, qui tient bon, et c'est une bonne tradition. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter? À ta question, je répondrai par l'évocation d'un souvenir de camp. Les flambeaux de Strasbourg ont fait pendant pas mal d'années des camps à Romeillé, dans le Val de Romeillé, près de Die. Et là, nous avions trouvé un lieu de camp extraordinaire, au pied du Vercors. Et dans la maison, dans la ferme plutôt, il y avait une grange. Et cette grange servait à plein de choses, pour les repas, pour les veillées, pour les réunions d'évangélisation aussi d'ailleurs. Plusieurs des conversions qui ont eu lieu pendant ces camps se sont produites dans cette grange. Et puis aussi des soirées festives, des soirées avec des spectacles et tout. Mais les repas. Et pour les repas, on chantait à table, évidemment, avant le repas. On avait une liste de chants écrits au feutre sur
un paperboard ou sur une feuille de papier. Or, quelques années après, Claudie et moi, on retourne là-bas, on demande au propriétaire des lieux, Armand Ronin, qui nous avait accueillis, qui nous prêtait, qui nous mettait à disposition cette grange et ce terrain formidable, avait gardé la feuille avec les champs de table. Et c'était touchant de voir qu'il n'avait pas osé enlever cette feuille. Les chants par lesquels on remerciait le Seigneur pour les repas étaient restés dans ce lieu de camp. Un beau symbole. Ouais, moi-même, je les avais vus dans cette grange il y a quelques années. J'avais vu ces chants accrochés. C'était vraiment beau. Alors, au flambeau, on a un uniforme, comme vous pouvez voir ce que je porte. Donc, la chemise, le foulard. Est-ce que c'était ça au début? Est-ce qu'on avait cette chemise bleue au début? Je crois me rappeler, sauf erreur, qu'au départ, on avait, en tout cas les flambeaux, avaient une chemise kaki. Parce qu'en fait, on se fournissait dans un magasin qui s'appelait La Hutte à l'époque. À Strasbourg, il y avait un magasin de La Hutte aux Grandes Galeries, je crois. Et c'est là qu'on pouvait se fournir facilement de chemises, d'insignes, pas l'insigne flambeau bien sûr, mais les badges, etc. Et les foulards. Et alors pour les filles? Pour les filles, c'était différent. On avait, pour les réunions, pour les camps, bien sûr, c'était autre chose, mais on avait des jupes vertes. En dessous, je me souviens plus, mais par-dessus des pulls tricotés par les mamans, gris, mouchetés, comme ça. Et donc, c'était l'uniforme. C'est là qu'on mettait les insignes et tout le reste. Mais en tout cas, je me souviens de ces pulls parce que je sais que c'était fait homemade, c'était fait par les mamans. Et, donc, ou des gens pour des mamans qui tricotaient pas. Donc, c'était chouette. Alors maintenant, oui, si vous allez sur Internet, vous trouvez facilement des renseignements sur les flambeaux en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Tchad, etc. Et alors là, ils aiment beaucoup les uniformes, ils aiment beaucoup les défilés aussi. Ah oui. Ils sont en grand uniforme. Chemise bleue, oui. Concernant le foulard, moi j'avais une petite question, c'est pourquoi un nœud carré? Alors, on n'a jamais eu de nœuds de carré parce qu'on savait pas les faire et en fait, je sais même pas si ça existait à l'époque. Donc on avait des bagues faites en cuir tressé. Et ça, on le faisait à la rigueur, oui, des bagues comme ça. Ça, on savait faire, mais les nœuds carrés, je sais toujours pas. Et vous savez pas d'où ça sort, qui a mis ça en place Non. finalement? Ça doit être des scouts. Ça vient des scouts, sûrement. Je pense. Ah ouais. Ouais. Parce que moi personnellement, j'ai connu que ça, le nœud carré. Oui, C'est... À l'époque, je savais faire une bague tressée. Oui. À défaut de lanière de cuir, on pouvait utiliser aussi des gaines de fil électrique qu'on dénudait et qu'on pouvait tresser. Donc tu disais au début, Claude, que tu as été chef, tu as été chef quelques années, c'est ça? Combien de temps avez-vous été chef chacun? Et dans quelle branche vous avez préféré? Moi, j'ai été cheftaine Claire Flamme longtemps et ensuite Claire Flamme aînée. Et le tout pendant à peu près 15 ans. Parce que j'ai pas dit dans l'introduction qu'on avait adopté nos enfants. Mais donc quand ils sont arrivés, ils venaient de Corée. Et quand ils sont arrivés, je me suis arrêtée. Donc j'ai été cheftaine pendant 15 ans de notre mariage jusqu'à l'arrivée des enfants. Moi, je pense que j'ai été chef d'un groupe local avec d'autres en équipe pendant moins longtemps parce que, en tant que secrétaire général, j'étais bien sûr appelé à pas mal voyager, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire connaître le mouvement. Donc, je ne sais pas exactement combien d'années j'ai été responsable avec d'autres d'un groupe local. Par contre, avec Claudie, on a aussi suivi la formation BAFA, puis BAFD, directeur, et on a dirigé un certain nombre de camps au fil des années. Je peux pas vous dire exactement, je peux pas te dire exactement combien. Oui, je comprends. Je crois que j'ai été secrétaire général pendant tout le temps où j'ai travaillé, où j'ai servi pour les flambeaux, c'est-à-dire en principe, sauf erreur, 17 ans. 15 ans, c'est sûr. Et après, j'ai fait des petits boulots, mais je me suis vraiment occupé des enfants qui sont arrivés, qui avaient 4 et 5 ans, donc c'était important que je sois à la maison. Question un petit peu plus perso. Est-ce que vos enfants ont fait du coup les petits flambeaux et les flambeaux? Oui, nos 2 enfants adoptés, donc d'origine coréenne,
ont participé aux activités flambeaux, clair-flamme, pendant un certain nombre d'années. Mais pas les aînés ni les pios. Les pios n'existaient pas encore, mais même pas les aînés, je crois pas. Alors on l'a pas précisé tout à l'heure, mais donc il y avait les branches flambeaux, ensuite un peu plus tard les branches petits flambeaux, et la branche aînée est venue un peu plus tard encore. Et branche aînée, vous pouvez juste préciser ce que c'était, la branche aînée? Je pense qu'à l'époque, en tout cas dans plusieurs églises, les groupes de jeunes fonctionnaient plus ou moins bien selon les églises, bien sûr. En tout cas chez nous à Strasbourg, à la Bonne Nouvelle, c'est une époque où les groupes de jeunes fonctionnaient bien. Et les flambeaux aînés n'ont pas eu beaucoup de succès, disons. Ça n'a pas tellement pris à l'époque. Pour les clairs-flammes aînés, toi, tu t'en es occupé pendant plus longtemps. Oui. On en avait pas mal. Oui. Mais c'était aussi des aînés, enfin des plus de 15 ans qui venaient de l'extérieur, des amis, des clairs-flammes, des anciennes clairs-flammes, qui étaient montées aux aînés et qui invitaient leurs copines. Comme au flambeau. Ok, et les tranches d'âge, alors ça correspondrait avec les pionniers aujourd'hui, c'est ça? À peu près. Ouais, à peu près. Oui, 15-18, oui, à peu près. D'accord, ok. On a commencé par des flambeaux, donc les 12-15 ans, parce qu'à l'époque, dans les églises évangéliques, la plupart des églises, il y avait l'école du dimanche, jusqu'à 12 ans à peu près, et puis le groupe de jeunes, à partir de 16 ans. Et entre 12 et 15, il nous semblait qu'il manquait vraiment quelque chose. Et donc c'est un peu comme ça qu'on a vendu les flambeaux, aussi pour cet âge en tout cas. Les carnets de progression pour chaque branche, donc il y en a pour petits flambeaux, les flambeaux et même les pionniers et même pour les chefs. Est-ce que les carnets, ça a été de votre initiative ou est-ce qu'au Tchad, ils en avaient aussi? Au Tchad, je pense qu'il y avait essentiellement un manuel, ce qu'ils appelaient le manuel du dirigeant. C'est d'ailleurs cette brochure qui m'a mis sur la piste des flambeaux. Un jour que je passais dans la capitale, à Fort-Lamy, qui s'appelle N'Djamena maintenant, la maison d'amis missionnaires, j'ai trouvé ce manuel du dirigeant dans l'entrée. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est comme ça que j'ai connu les flambeaux. Mais je pense pas qu'ils avaient à l'époque, en tout cas, de manuel ou de littérature, de guide de guide de progression pour les jeunes. Par contre, en France, très vite, on s'est mis au travail pour, en s'inspirant du mouvement américain, créer un carnet pour les garçons, un carnet pour les filles. On n'a pas créé de carnet pour les petits flambeaux ou les petites flammes. Je pense que c'est venu plusieurs années après. Mais bon, c'est vrai que le carnet flambeau, on a encore quelques exemplaires dans nos archives. Peut-être qu'au mouvement des flambeaux aussi, il y en a. Un carnet pour les flambeaux, un carnet pour les clairs-flammes. Simon, Gauthier et moi-même, on est passé par toutes les branches, petits flambeaux, et plus récemment la branche pionnière qui existe depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez de cette branche? Est-ce qu'il y avait un équivalent pionnier, flambeau aîné au Tchad? Alors, au Tchad, je pense pas. Bon, depuis, ça s'est développé. Le mouvement des flambeaux et des lumières, la jeunesse évangélique africaine existe dans un assez grand nombre de pays francophones. Il y en a aussi d'ailleurs en Afrique anglophone. On s'était arrêté en revenant de Nouvelle-Calédonie une fois. On avait fait tout un périple par l'Ouganda, le Kenya. Et au Kenya, il y avait un mouvement semblable aussi. Mais je pense pas je ne sais pas. Je sais pas s'il y avait des branches aînées. Je pense que depuis, ça a dû se développer, oui. En tout cas, si j'en juge d'après ce que je vois sur Internet, il y a des enfants et des jeunes de tous âges, des jeunes adultes aussi, donc il est probable que ça se soit développé aussi là-bas. Et du coup, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de cette branche pionnière? Au départ, on savait pas trop ce que ça allait donner. Ça posait un certain nombre de questions, entre autres, mais ça, c'est une question qui reste posée. Autant la relation avec l'église locale est affirmée et vécue, je pense, dans la plupart des groupes flambeaux clair-flamme, autant de créer des groupes pionniers à l'échelon départemental ou régional pose la question de la relation avec les églises locales. Je crois que ça reste une question posée. Mais ceci dit, l'expérience montre que c'est une excellente occasion pour des jeunes qui ont vécu dans les flambeaux de continuer à se développer, à mûrir, à prendre des responsabilités, à acquérir de l'autonomie et éventuellement à se préparer pour être un jour responsable à leur tour.
Il y en a d'ailleurs qui sont à la fois, n'est-ce pas, Laura, pionniers, ou qui étaient pionniers et responsables. C'est ça. Comme dit, ouais, pour nous, en tout cas pour nous trois, ces 3 années ont été vraiment fortifiantes et constructives, et même aussi pour notre engagement par la suite, vu qu'on est tous les 3 chefs ou engagés comme Simon à l'équipe nationale. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux pionniers et aux pionnières qui sont actuellement aux pionniers? Tenez bon, continuez, persévérez, ça vaut la peine. Souvent, je pense en ce moment, à cause des 60 ans du mouvement et aussi de notre anniversaire de mariage, je pense à ce texte, l'Éternel ne méprise pas les petits commencements. Alors tout le monde n'est pas appelé à créer un mouvement des flambeaux, c'est un privilège que le Seigneur nous a donné et nous lui en sommes reconnaissants. Ça a été une belle aventure. Donc oui, tenez bon, persévérez. Dieu seul sait à quoi il vous appelle les uns et les autres, mais soyez fidèles à son appel, soyez attentifs à ce qu'il vous montrera pendant votre expérience aux pionniers, et puis soyez disponibles pour répondre à l'appel du Seigneur pour la suite. Alors du coup en 1973 a eu lieu le premier rallye, donc alors j'ai oublié le nom, c'était Chabriand. Chabriand 10, c'est ça? Alors pourquoi un rallye? Oui, au bout de 10 ans, l'idée est venue, je ne sais pas qui a eu cette idée, peu importe, mais l'idée est venue de donner la possibilité à toutes les troupes de se rassembler sur le plan national. Et donc on a lancé ce projet de Chabriand 10. C'est un jeu de mots. Chabriand, c'est un joli petit village dans la Drôme. Salut Myriam et Olivier, vous qui habitez là-bas maintenant. Henri Mess aussi, Henri Evrény. Et avant, il y avait Jean et Huguette Mess qui habitaient là-bas, suite au rallye d'ailleurs. Donc Chabriand, c'est le nom de ce village, et Andis, donc Chabriand 10, voilà. Je crois que Gérard et Arlette Payon étaient à ce rallye. Et quelques 5 ans après, au rallye suivant, à Soux, qui est aussi dans la Drôme, ça valait la peine de donner la possibilité aux jeunes flambeaux et clairs-flammes de toute la France, enfin là où il y avait les troupes, de découvrir qu'il y en avait d'autres ailleurs. Ouais, il me semble que c'est un des buts principaux. C'était que les chefs se retrouvent déjà, mais aussi que les jeunes prennent conscience qu'ils n'étaient pas tout seuls, que la troupe n'était pas toute seule à Strasbourg ou à Charente-Maritime, qui est très très loin, mais qu'il y en avait d'autres. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres à l'époque, mais il y en avait quand même. Parmi tous les camps que vous avez faits, les rassemblements, les rallyes, quel a été votre lieu préféré? Probablement les Granges de Romeyer, près de Die, pour les camps. C'est vraiment un endroit extraordinaire. C'est à la fois la Drôme et c'est au pied des hauts plateaux du Vercors. On a fait des tas de randonnées, des grands jeux, des aventures extraordinaires, vraiment. Non, c'est les Granges de Romeyer, près de Die, sûrement. Toi aussi? Oui, moi aussi, bien sûr. Mais je pense que pour les rallyes, on a été très impressionnés par le lieu de Pont-de-Barret. Le dernier... Vraiment, c'était bien adapté, c'était une expérience intéressante, mais aussi comme lieu. Enfin, c'est ce qui nous a semblé en quelques jours. D'ailleurs, si je peux, puisqu'on parle de Pont-de-Barret, on a vraiment été très très encouragés. On a passé peu de temps là-bas, 2-3 jours. Mais vraiment, ça a été un encouragement extraordinaire pour nous. De voir toutes ces troupes, ces responsables, ces jeunes. On allait sur les chemins, il y en a qui s'arrêtaient, qui nous saluaient, qui parlaient avec nous. Une ambiance vraiment extraordinaire. De voir l'enthousiasme des responsables, on s'est dit ça valait la peine, vraiment. Et on est heureux d'avoir pu vivre ces 2-3 jours à Pont-de-Barret, au dernier rallye. Ouais, je me souviens de votre passage au rallye et moi j'étais fière. Je me suis dit, ils doivent être tellement heureux de voir tous ces jeunes et tous ces adultes s'engager. C'était vraiment très beau, quoi. Justement, tu m'as devancé dans ma question. C'est très bien. Alors aujourd'hui,
J'ai essayé de récupérer les chiffres les plus récents. Donc on compte 35 troupes, 283 chefs et cheftaines engagés, 951, donc presque 1000 jeunes qui fréquentent les flambeaux au quotidien, 94 amis, donc presque une centaine, c'est trop cool. À l'époque, au début, est-ce que vous auriez imaginé qu'on serait aussi nombreux 60 ans après? Non, non, bien sûr. On n'imaginait pas 60 ans après, à vrai dire. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. C'était année après année, 10 ans après 10 ans. Mais quand on réfléchit à combien ça fait de jeunes en tout, si on compte chaque fois combien ont été engagés, par exemple à Strasbourg, pendant 60 ans, combien il y en a eu tous les 2 et 3 ans, ça se renouvelle quand même, 3 ou 4 ans. Donc ça fait, en tout, ce serait intéressant une fois de faire, je sais pas, un calcul, ou s'il y avait un informaticien qui nous faisait un modèle ou quelque chose, ça fait beaucoup. Ouais. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Ouais, mais on n'aurait jamais imaginé ça, comme moi. Évidemment, pour être honnête, il faut bien reconnaître que certainement sur le grand nombre de jeunes qui ont passé dans les flambeaux et les clairs-flammes, tous ne se sont pas convertis. Tous ne sont pas restés fidèles au Seigneur, même ceux qui se sont convertis. Ça, c'est la réalité. Hein. Mais notre responsabilité, c'est aussi de continuer à prier pour eux, que le Seigneur ne les oublie pas, que le Seigneur continue à travailler dans leur cœur. Et puis, d'une façon ou d'une autre, même s'ils ont pris des distances, je pense qu'ils ont reçu quelque chose. Il y a des graines qui ont été semées, encore des parents me disaient ça récemment, à propos de tel ou tel de leur enfant qui s'est éloigné de la foi et des églises. Il reste quelque chose au niveau de la formation du caractère, au niveau de leur façon d'être en relation avec les autres. Donc ça n'a pas été fait en vain, ça n'a pas été fait pour rien. Et puis le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Et prions pour tous ceux qui ont passé par nos troupes. En 2025, on aura, j'aurais bien aimé vous dire le combienième rallye, mais c'est au moins le 7e rallye, au moins. Normalement c'est plus. Alors du coup j'avais un petit jeu à vous faire, on va le tenter, si ça marche ou pas, on verra bien. Donc je vais vous montrer quelques foulards et vous allez me dire le nom de la troupe, si vous reconnaissez, mais évidemment il y en a tellement maintenant il y a tellement de couleurs qu'on s'y perd un petit peu. Alors, je vais vous montrer. Bon, le premier, je pense que vous le reconnaîtrez. Est-ce que vous voyez bien? C'est celui du rallye, non? Non. C'est les amis? Oui, c'est ça. Ah! C'est ça, c'est les amis. Je ne sais même pas si on l'a, en fait. Il est dans une armoire, quelque part. Il faut qu'on le ressorte pour les rencontres nationales de cet automne. Bon, celui-là, je pense que vous ne reconnaîtrez pas, parce qu'il est tout récent. Ah non. C'est une nouvelle troupe qui a été créée. Et c'est Rennes. D'accord. Vive les Bretons. Ma mère était bretonne. Ensuite, on a celui-là. Si on les connaît peu, hein, je crois que... Non, ça vous dit pas. C'est Strasbourg. C'est Strasbourg. Ouais. Ah, mais ils ont mis savoir, là. le liseré il n'y a pas longtemps. Au cours des années, il a sans doute changé plusieurs fois. Le petit flambeau, il n'y a pas de jaune, c'est bordeaux et blanc. Mais à l'époque, il était d'une autre couleur, sûrement. Il était de quelle couleur? Du jaune, en tout cas, oui. Ouais. Au début, oui. Du jaune. Bon, sinon, j'ai celui-là, mais je pense que vous ne saurez peut-être pas. Ben, tu vois, la troupe de Strasbourg, au départ, avait un foulard de ce type. Là, je crois. Un comme ça? Ah oui. Bah, ça, c'est Clermont-Ferrand, en ce moment. Ouais. Désolé. C'est pas grave du tout. Recalé. On n'a pas réussi l'examen. En même temps, c'est bien qu'on soit nombreux, mais du coup, c'est compliqué de garder. Je sais même pas si quelqu'un connaît tous les foulards par cœur. J'aimerais bien savoir qui. Myriam, peut-être? Ah oui, peut-être Myriam, oui, effectivement. Tu leur passes la question. Oui, je leur poserai. Oui, ils verront peut-être la vidéo et ils se manifesteront. Aujourd'hui, quelle serait votre prière pour tous ces enfants et ces chefs actuellement engagés dans le mouvement et même pour les prochains qui viendront, qui passeront par le mouvement? Je pensais à... Ça pourrait être le verset qu'on cite à la fin
d'un entretien, mais peut-être que ça aurait sa place ici maintenant, à ce verset d'Éphésiens que je vais vous lire. « Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi vous aurez la force de comprendre avec tous les saints, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, c'est une autre version, combien l'amour du Christ est large, et long, haut et profond. » J'avais pensé, avant de retrouver ce verset, j'avais pensé à quelque chose qui pourrait être comme un mot d'ordre, plus large, plus haut, plus loin et plus profond. Je crois que, on en parlait tout à l'heure à quelques-uns là avec votre équipe. Qu'est-ce qui attire les jeunes, garçons et filles dans nos troupes? C'est bien sûr le fait qu'on leur propose des activités, des jeux, des aventures, etc. Et qu'est-ce qui motive les chefs, les responsables? Je crois que c'est plus profond là. C'est le fait qu'ils ont compris qu'avec ce mouvement, ils peuvent à la fois annoncer l'évangile en parole et en acte. L'évangile doit s'incarner, se traduire en amour, et combien le travail d'équipe est important dans le mouvement des flambeaux. On ne ferait rien si on était tout seul. Donc voilà, plus loin dans l'avenir, dans le temps, persévérons, plus large, plus ouvert à toutes les différences, à tous les handicaps, à toute la misère du monde, je dirais. Plus haut, parce que notre secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre, et plus profond, parce que ça doit s'approfondir dans le cœur de chacun d'entre nous, d'une piété plus enracinée en nous. Le texte parle d'être enraciné. Je crois que là, il y a une petite parabole qu'on pourrait évoquer. Il y a quelques années, sur notre terrain, on voit un pommier qui est couché à terre, gros coup de vent. Qu'est-ce qu'on fait? On l'arrache. On a décidé de le laisser. Pourquoi? Parce que les racines étaient encore dans le sol. Et actuellement, il porte encore des fleurs et des fruits. C'est magnifique, c'est une belle parabole. Si on est bien enraciné dans l'amour de Dieu, on peut porter des fruits longtemps. Éphésiens 3, versets 17 et suivants. Moi, je peux juste ajouter que ma prière, en tout cas pour les enfants et les responsables et le conseil et l'équipe nationale, c'est les enfants et les jeunes qu'ils prennent conscience et qu'ils vivent la fidélité de Dieu et qu'ils y croient et qu'ils la vivent. On l'avait vraiment vécu des tas de fois pendant ces 60 ans, de nombreuses fois. Il y a des anecdotes où vraiment notre vie était en danger aussi, parce que accident de voiture, etc. Et puis où on était découragés. Dieu a vraiment été fidèle. Moi, c'est vraiment ça que j'aurais envie de leur transmettre. Croyez-y. Même si ça va pas, même si c'est dur, même si pour les chefs en tout cas, et même pour les enfants ou les ados dans leur vie, ça n'est pas toujours facile. Dieu est fidèle. Merci. Ouais, j'allais dire comme mot de fin, voilà, Dieu est fidèle et aller plus loin, plus haut, plus large et plus en profondeur. Merci beaucoup pour votre temps, votre partage et votre encouragement et les témoignages que vous incarnez dans vos actes et juste vous quoi. Ouais, j'espère que les enfants, les chefs seront encouragés avec cet échange. Et merci Seigneur aussi pour ce temps. Et puis que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.
Thank you.